Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce Point Culture. Je vous l'ai peut-être déjà dit, Spider-Man est mon super-héros préféré, et comme tous les super-héros, il a une histoire extraordinairement complexe, et surtout complexe, mais oui complexe, et surtout le personnage a énormément évolué en plus de 50 ans d'existence. Et pour parler de cette évolution, on va faire comme on fait d'habitude, on va parler des méchants, car Spider-Man est comme les autres super-héros, les méchants qu'il affrontait dans les années 60, il les affronte toujours aujourd'hui, comme quoi il fait vraiment très très mal son job. Quelques petites précisions à dessein de ceux qui ne sont pas du tout familiers à l'univers de Marvel et de Spider-Man en particulier. Il existe dans cet univers-là plusieurs continuités, plusieurs réalités désignées par un nombre. Par exemple, l'univers cinématographique Marvel se déroule sur la Terre 199 999. C'est une continuité qui a ses films, ses séries et ses comics. La continuité où les personnages de Marvel sont des Lego, c'est la Terre 13122. Il existe une réalité où tous les super-héros sont devenus des zombies, une où Gwen Stacy est devenue Spider-Girl, même une réalité, la Terre 1218, où tous les super-héros ne sont que des personnages de comics. C'est ça, c'est notre réalité à nous. Bref, il existe énormément d'univers et autant de versions des personnages de Marvel qu'il y a d'univers, mais pour cette vidéo, je me cantonne exclusivement à la continuité première de Marvel, celle de la Terre 616. Deuxième chose avant de commencer, l'histoire de Spider-Man évolue surtout autour d'arcs narratifs plus ou moins longs, qu'on appelle par leur titre. Par exemple, si je vous dis qu'un personnage est revenu à la vie lors de la conspiration des clones, ou qu'une histoire se passe après les événements de Un jour de plus, pour l'instant ça ne vous dit rien, mais je vous expliquerai tout en temps et en heure. Numéro 20, il me semble logique de commencer ce Point Culture par le premier adversaire qu'a affronté Spider-Man, Crusher. Bon, donc on va dire qu'on va plutôt commencer par le premier adversaire qu'a affronté Spider-Man dans la série de comics The Amazing Spider-Man. Le caméléon Dmitri Smerdyakov n'avait d'abord aucun pouvoir, c'était juste un maître du déguisement. Puis il a disposé d'un système électronique qu'il a accroché à sa ceinture pour pouvoir adopter n'importe quel visage en un clic grâce à une projection holographique. Et quand je dis visage, je veux dire la silhouette, la taille, la démarche, les vêtements, le sexe, l'opulence, etc. Non, attendez, je sens que vous êtes en train d'y réfléchir là. On parle comics. Arrêtez, stop, ça n'a aucun sens. C'est des comics. Ensuite, il s'est fait injecter un sérum pour que son visage puisse se modeler tout seul, toujours à l'aide de sa super ceinture. Bon, ok, le caméléon est un vilain un peu naze, hein, faut bien dire ce qui est. Globalement, c'est Voldemort avec les pouvoirs d'Arturo Brachetti. Et une ceinture magique. C'est dommage parce qu'avec ses pouvoirs, il pourrait avoir des arcs narratifs passionnants, mais on le retient surtout pour 4 trucs. 1. C'est le premier méchant que Spider-Man a affronté. 2. Il a créé des robots reproduisant l'apparence des parents décédés de Peter Parker pour atteindre Spider-Man. Ce serait vraiment super classe si ça n'avait pas été un plan du bouffon vert faisant du caméléon un simple pion. 3. Pendant un temps, il a pris l'apparence de Peter Parker pour tuer sa tante May. Elle l'a compris, elle a foutu des somnifères dans sa tarte pour que la police l'embarque. C'est un super vilain, un espion international, ajouterais-je, qui a été vaincu par Tante May. Avec une tarte. Ça impose une forme de respect. 4. Il a dit à Spider-Man qu'il l'aimait, Peter a rigolé, Dmitri s'est suicidé. Bon bah c'est gênant. Numéro 19, Maxwell Dillon, que vous connaissez mieux sous le nom d'Electro. Un jour, Max est frappé par la foudre et paf, il devient Pikachu. Ça se passe pas comme ça dans la vraie vie les enfants, tu te fais frapper par la foudre, tu deviens un rôti. Bref, dans les méchants de Spider-Man, il y a les cerveaux criminels, les cerveaux tout court, qui bossent pour les cerveaux criminels en général, et les bras musclés qui bossent pour les deux autres. Electro appartient à cette dernière catégorie. Adversaire régulier de Spider-Man depuis 63, Electro n'a jamais vraiment eu l'occasion de briller. Puisqu'il est souvent la main armée de gars plus malins que lui et généralement au sein d'équipes. Il est notamment le membre le plus permanent des Sinister Six, un groupe de méchants qui s'est reformé à plusieurs reprises pour affronter Spider-Man. Bah voilà, sur leur 10 formations, Electro est le seul à figurer dans 7 d'entre elles. Mais, me demanderez-vous, parce que vous arrêtez pas de m'interrompre, comment se fait-il que, dans cette dernière itération des Sinister Six, il semblerait qu'Electro soit pourvu de ce que nous pourrions appeler la bonne nichonnade? Mais c'est parce que c'est pas Maxwell Dillon. Ça va me permettre de vous présenter un élément important de cette vidéo, et qui va pas de soi quand on n'est pas familier à l'univers des comics. Les identités secrètes et les identités civiles se bousculent. De 63 à 2016, Electro c'était Maxwell Dillon, et depuis octobre 2016, Electro c'est Francine Fry. C'est un exemple, il y en a beaucoup d'autres. Numéro 18, Mr. Negative. C'est peut-être le seul super vilain de ce top 20 dont tu n'as jamais entendu parler si tu suis les aventures de Spider-Man que de loin ou plus depuis ces dernières années. Martin Lee reprend 4 des grands motifs des méchants de Spider-Man. D'une part, comme Hammerhead ou le Caïd, c'est un mafieux qui veut prendre le contrôle de la magia de Chinatown. D'autre part, c'est un personnage à deux facettes, comme le bouffon vert ou le lézard, le gentil Martin Lee et le méchant Mr. Negative, et les deux personnalités n'ont pas de prise l'une sur l'autre. Alors que sa part sombre dirige la magia d'une main ferme, sa part claire orchestre le Fist, F-E-A-S-T, une soupe populaire aux vertus curatives étranges. Faut vraiment leur trouver un slogan. Vous avez perdu votre emploi, vous êtes dans la rue. Retrouvez un peu de chaleur humaine. Avec le Fist.
Bref, troisièmement, il tire ses pouvoirs d'une expérimentation scientifique foireuse, comme l'homme stable ou le rhino. En l'occurrence, la même qui a donné ses pouvoirs à Tyrone Johnson et Tandy Bowen, les deux héros connus sous les noms de la cape et l'épée. Et quatrièmement, comme Morbius ou Spot, ses pouvoirs sont en partie surnaturels, puisqu'il les tient de l'énergie noire et de la lumière vitale, deux éléments slash matière, en opposition totale, la première détruit, la deuxième guérit. Du coup, alors que Martin Li s'engageait en politique pour venir en aide aux plus démunis, parallèlement et sans le savoir, il était le boss de la magia chinoise, et il était même parvenu à corrompre l'âme de Spider-Man pour le faire travailler pour lui. Ah oui, parce que son énergie noire, en tant que Mr. Never lui permet d'avoir quiconque le touche à sa volonté. Et plus une personne est bonne, plus elle devient machiavélique. Et sous l'identité de Martin Li, la lumière vitale lui permet de guérir les gens en les touchant. Dans une collection de méchants un peu vieillissante, Mister Négative est un nouveau visage à surveiller. Numéro 17, le vautour. Vous savez pourquoi j'ai adoré Spider-Man Homecoming ? En vrai, pour un paquet de raisons. Une de ces raisons étant que le traitement des personnages était un vrai retour aux fondamentaux. Peter Parker, Liz Allen... Bon, Ned Leeds n'a rien à voir avec sa version de la Terre 616, mais vu ce qu'ils en ont fait, je leur en veux pas. Mais le vautour, mon dieu, le vautour. Adrian Toomes dans le film représente exactement ce qu'est le super vilain dans le comics. L'incarnation de la vieillesse désabusée contre la jeunesse pleine d'espoir, représentée par Spider-Man. Le premier voit le monde en gris et a perdu ses notions de bien et de mal pour adopter une approche plus méritocratique du monde, tandis que le deuxième, en vrai super-héros, ne sait qu'une chose, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Dans le comics, c'est représenté par le fait que l'associé du vautour, Gregory Bestman, le double et le vire de sa propre société, alors que dans le MCU, ils ont intégré le personnage moralement gris qu'est Iron Man. Bref, pour moi, c'est une brillante adaptation d'un personnage classique de l'univers de Spider-Man. Enfin, l'original est un classique, hein, parce que les trois autres vautours, bon... Il y en a un qui a abandonné au bout du troisième essai, un qui s'est fait auto-muter pour ressembler au vautour, mais Spider-Man lui a donné une potion pour le faire démuter, et le dernier s'est fait tuer par le Punisher. Ah non, mais les comics, c'est beaucoup de bonnes choses et beaucoup de choses débiles. Mais quelquefois les deux en même temps. Numéro 16, le lézard. Dans les comics Spider-Man, tout est une question de timing. Par exemple, la première fois qu'on a vu le lézard, on apprenait qu'il s'agissait du docteur Curtis Connors, médecin de guerre qui avait perdu un bras et qui a tenté de se faire repousser en se disant « Mais hey! Mais les lézards peuvent faire repousser leurs membres perdus !» Alors si je fais de la science de lézard et que je m'injecte cette science, mais mon bras repoussera. Naturellement. Faut pas oublier qu'on est en plein âge d'argent des comics. DC et Marvel visaient un lectorat enfant, adolescent. Je veux dire, d'un côté, on avait le Dr. Connors qui s'injectait de la science de lézard, mais côté DC, on avait Batman et Robin qui devaient comprendre pourquoi Ace, leur fidèle bat de chien, s'était retourné contre eux avec son super pouvoir de cracher du feu. C'était décomplexé comme époque, hein. Bref, question de timing. Donc dans ce premier numéro, Peter Parker parvient à guérir le lézard qui redevient Kurt Connors. Suite à ça, il ne redevient le lézard qu'en cas d'accident chimique, puis tour à tour, il va devenir le lézard à volonté, quand il est stressé, garder sa conscience en étant le lézard, avoir la conscience du lézard en étant humain, enfin, vraiment, c'est une question de timing. Mais l'intérêt du personnage, c'est tout le caractère instable de l'équilibre précaire de sa condition. Spider-Man doit l'arrêter, mais sans le tuer, parce que c'est son ami le Dr. Connors en dessous, mais il faut quand même protéger la femme et le fils du docteur, Martha et Billy. Mais est-ce que le lézard ferait du mal à sa propre famille? Parce qu'en le combattant pour l'empêcher de nuire, Spider-Man énerve le lézard et le rend donc encore plus animal. Bref, un méchant plus subtil que beaucoup d'autres. Numéro 15, Miles Warren, le premier chacal, et je précise premier parce qu'on va parler du deuxième chacal aussi dans cette vidéo, parce qu'il est aussi important. Bonjour, ici Lynx du futur. Alors je me suis rendu compte au montage qu'à partir de là, je vais parler de la mort de Gwen Stacy en partant du principe que vous voyez tous de quoi il s'agit. Alors, petit rappel pratique. Le bouffon vert kidnappe Gwen Stacy, la petite amie de Peter Parker, et la jette du haut du Brooklyn Bridge. Spider-Man tente de la sauver en la rattrapant avec sa toile, mais l'arrêt brutal de sa chute fait que sa nuque se brise. Autrement dit, le bouffon vert est responsable de la mort de Gwen Stacy, mais Spider-Man aurait pu la sauver s'il s'y était pris différemment. Le bouffon vert se tue lui-même accidentellement dans la bataille qui s'ensuit. Ces deux morts, en particulier celle de Gwen, sont considérées comme des moments clés dans l'évolution de Spider-Man au même titre que le décès de l'oncle Ben. Voilà. Bonne continuation dans la vidéo. Ta gueule le chat. Ouais. Vous allez voir, il y a plein encore de... Miles Warren est d'abord et avant tout connu pour être un fou furieux du clonage. Globalement, on vous dit chacal, pensez clonage. Si on parle de Spider-Man. Sinon, bah, pensez
petit canidé sauvage. Tout a commencé avec la très bonne première saga des clones, Amazing Spidey 144. Spider-Man rentre chez lui et tombe sur Gwen Stacy, son premier et seul amour, morte depuis 2 ans. Il découvre que c'est un clone, créé par le Chacal, un super vilain particulièrement enclin à lui faire du mal. Puis il découvre que le Chacal n'est autre que Miles Warren, un de ses profs qui existe depuis le 31e numéro d'Amazing Spider-Man, qui le déteste parce qu'il le tient pour responsable de la mort de Gwen Stacy. Ce qui est également le cas de Peter, il culpabilise énormément pour la mort de Gwen. Puis il découvre enfin que le Chacal a également créé un clone de Peter Parker, et donc les deux hommes, persuadés d'être le vrai Spider-Man, s'affrontent. L'arc se termine sur la mort apparente du Chacal, le clone de Gwen va essayer de se faire une nouvelle vie, Peter fait son deuil de Gwen et lui et Mary Jane deviennent amants, et le clone de Spider-Man a disparu. Mais comment savoir que c'est le clone qui a disparu? Les deux Spider-Man étaient sûrs d'être le vrai. Voilà, ça c'est l'origine du Chacal. Mais s'il est connu aujourd'hui, c'est pour la saga des clones des années 90, qu'on va qualifier de beaucoup plus inégale. Parce que c'est pas gentil de dire que les choses puent la merde. Ce qu'il y a de bon dans cette saga, le clone de Spider-Man revient, il s'est fait appeler Ben Reilly, et il combat le crime sous l'identité de Scarlet Spider. D'autre part, le Chacal a créé d'autres clones de Peter Parker, notamment Kane, un clone raté, mais qui est très très cool, et du coup on a 2 nouveaux Spider-Man dans la nature. Les points négatifs maintenant. Le Chacal veut tuer l'humanité et la remplacer par des clones. Pourquoi ? C'est très con comme plan. Et pour le reste, en fait c'est surtout une question de coulisses. L'histoire devait être simple. Peter était devenu adulte, marié, Mary Jane était enceinte, enfin bref, Spider-Man avait changé. Ben Reilly devait revenir et être le vrai Spider-Man, donnant ainsi un nouveau souffle au personnage pour tout simplifier. Mon premier est un rongeur, mon deuxième est une boisson chaude, mon tout est la saga des clones raté. Pour faire court, les auteurs n'ont jamais pu se mettre d'accord sur si c'était une bonne chose que Ben Reilly devienne le vrai Spider-Man. Donc la saga a duré beaucoup trop longtemps, créant incohérence sur incohérence, filler sur filler, pour aboutir au caca sur le gâteau, ou la cerise sur le caca, c'est vous qui voyez, une fin bâclée où il a été révélé que le cerveau derrière tout le bordel qu'a été la saga des clones n'était autre que Norman Osborn, un personnage mort depuis plus de 20 ans et considéré comme aussi irressuscitable que les parents de Bruce Wayne ou Gwen Stacy elle-même. Voilà, il y a peu de catastrophes aussi monumentales que la saga des clones de Spider-Man chez Marvel. Numéro 14, le Rhino, Alexei Sitsevich. Alors je vais le citer, je suis le Rhino, je défonce des trucs, c'est ce que je fais, c'est ce que je suis. Au premier abord, le Rhino est vraiment l'archétype de ce que je disais plus tôt, les muscles au service des cerveaux. C'est pratiquement l'étendue totale de son personnage. Il est très fort, très résistant et il défonce des trucs. C'est également un ennemi très récurrent de Spider-Man, mais contrairement à Electro, qui attend encore son heure de gloire, le Rhino a eu droit à 2 histoires très touchantes. La première, c'est Des fleurs pour Rhino, écrit par Peter Milligan, un pastiche de la nouvelle de SF Des fleurs pour Algernon. On plonge dans l'esprit du Rhino, vraiment malheureux du fait que personne ne le prenne au sérieux parce qu'il est con comme un steak. Alors il demande à des savants de le rendre plus intelligent. Il trouve l'amour, il lit, il devient un mafieux renommé, puis il finit par se rendre compte de l'insupportable futilité de la vie et du caractère illusoire du bonheur et de l'amour. Il envisage de se suicider, mais au lieu de ça, il demande aux savants de le faire redevenir bête, même plus bête qu'avant. Et si vous trouvez que c'est déprimant, mais laissez-moi vous parler d'Oksana. Le Rhino avait décidé d'abandonner le crime. Il s'est rendu à la police, le Shield lui a retiré son armure, il a fait de la prison, et en sortant de prison, il est allé dans un bar et il est tombé amoureux d'une serveuse, Oksana. Il s'est marié, il a vécu heureux, vraiment heureux, en quelques cas seulement on ressent la force de l'amour qu'Oksana et Alexei ont partagé. Il a été approché par différents criminels pour reprendre du service, mais il a systématiquement refusé, notamment l'offre du Dr Trama, travaillant pour Mr Negative, lui proposant une version améliorée de son ancienne armure. Le costume échut donc à un deuxième Rhino, anonyme, qui, pour devenir le vrai Rhino, s'est senti obligé de tuer Alexei Sitsevich. Ce dernier refusa de se battre, laissant Spider-Man s'en occuper. Et comme rien ne va jamais bien dans l'univers de Spider-Man, Oksana est morte dans la bataille entre le nouveau Rhino et l'homme araignée. Et c'est le cœur brisé qu'Alexei réenfile le costume du Rhino et massacre sans la moindre difficulté celui qui a tué sa femme, non sans prévenir Spider-Man qu'il le juge responsable. Voilà, c'est un personnage qui a mis plus de 40 ans à devenir super cool. Au cinéma, on va encore attendre un peu, hein, voilà. Parce que c'est du gros gâchis de Paul Giamatti cette histoire.
Numéro 13, l'homme sable. Il est très semblable au Rhino dans le sens où il a commencé comme un gros tas de muscles pourris sans cœur pour se complexifier avec le temps. Obsédé par l'argent, William Baker devient très vite un criminel. Alors qu'il fuit la police, il blablabla, science, accident, il y avait du sable, boum, fusion, bam, l'homme sable. Il peut grandir, il peut se densifier, il peut changer de forme, il est très fort, pratiquement invulnérable aux attaques directes et aux projections. Mais une fois, Spider-Man l'a battu avec un aspirateur. Comme quoi, des fois, hein, non, Spider-Man l'a battu avec un aspirateur, j'ai pas besoin de punchline là pour le coup. Il se balade tellement qu'il a certes commencé par affronter Spider-Man, mais il a aussi fait face à Hulk et aux 4 Fantastiques, et même qu'en discutant avec la chose, il s'est dit qu'il préférerait sans doute faire le bien, et que donc il allait rejoindre les Vengeurs. C'est le seul personnage à avoir fait partie à la fois des Sinister Six et des Vengeurs. Numéro 12, le deuxième chacal, Ben Reilly, le clone de Spider-Man. Créateur de la New You Technologies, le deuxième chacal est l'adversaire du tisseur lors de l'arc narratif La Conspiration des Clones, qui date de 2016. On peut souligner les bonnes bouliches bien dodues qu'il a fallu à Dan Slott pour revenir à une histoire impliquant des clones après le fiasco de la deuxième saga des clones. Mais à sa décharge, je trouve cette histoire excellente. Le chacal ramène les morts à la vie, en parfaite santé et avec leur mémoire et tout comme s'ils étaient jamais morts. Même mieux, les méchants qui ramènent à la vie, il les tient en laisse avec 2 moyens de pression. D'une part, ils sont obligés de prendre une pilule tous les jours pour ne pas se désintégrer suite à une dégénération cellulaire inhérente au processus de clonage. Et d'autre part, le chacal ramène à la vie ceux qu'ils ont perdus. Oksana, ressuscité. Le fils et la femme de Dr. Connors qu'il avait fini par manger, ressuscité. Bref, tous les gens que Spider-Man a perdus ou qui ont été tués à cause de lui, ou malgré lui, tous reviennent à la vie dans le droit chemin. Mais d'une part, c'est monstrueux, la mort est supposée faire partie de la vie. D'autre part, ça donne à Ben Reilly un pouvoir incommensurable, tous les clones sont ses esclaves, ni plus ni moins. Et d'autre part, les clones sont porteurs du virus Carrion qui entraîne une dégénérescence des cellules qui est contagieuse. Bref, tôt ou tard, tout aurait dégénéré en apocalypse zombie si Spider-Man avait accepté de collaborer avec son clone. Et tous ceux qui étaient morts sont morts une seconde fois. Vous trouvez ça déprimant? Mais c'est pas fini! Numéro 11, Carnage. Vous le connaissez peut-être, mais je vais le dire clairement, je pense que Carnage est un méchant surestimé. Cletus Kasady est un tueur en série sociopathe qui a été contaminé par un symbiote extraterrestre en prison alors qu'il y purgeait 11 condamnations à perpétuité. Le résultat, Carnage. Alors, Carnage est très cool, son design est très cool, son histoire est très cool, mais il manque d'équilibre. Parce que là, pour le coup, tu peux difficilement faire plus bidimensionnel. Il veut tuer le plus possible, parce qu'il aime ça, tuer. Du coup, ils essayent de le rendre de plus en plus grand dans sa menace, à un point que ça devient un peu parodique. Aux dernières nouvelles, il avait des pouvoirs magiques et il a réveillé un dieu ancien qui s'appelle Kton. Non, mais je trouve que c'est inspirant pour la jeunesse. Il aime tuer des gens, il se contente pas de trancher des gorges ou décapiter des individus, il réveille un plagiat assez éhonté de Cthulhu. Allez au bout de vos rêves, les enfants. Numéro 10, Kraven le chasseur. Je vais même pousser et parler de Kraven les chasseurs. Je m'explique. Le premier Kraven est Sergei Kravinov, un chasseur boosté par des élixirs qui le rendent plus puissant, plus agile, plus rapide. Il n'a qu'une idée en tête, traquer et abattre la proie ultime, Spider-Man. Et il y parvient, il l'anesthésie et l'enterre vivant, lui faisant comprendre que si Peter Parker est en vie, c'est parce qu'il l'a laissé vivre. Mais pour le vaincre réellement, il décide de l'incarner, de prendre le costume et de devenir Spider-Man pendant les 2 semaines pendant lesquelles Spider-Man sera inconscient dans sa tombe. Dans l'un des meilleurs numéros de The Amazing Spider-Man, brillamment écrit par De Matteis, Kraven a la sensation d'avoir accompli son destin et c'est l'âme en paix qu'il met fin à ses jours. 21 ans plus tard, en 2008 donc, on découvre le reste de la famille Kravinov et notamment sa femme, Sacha et ses enfants, Alyosha et Anastasia. On apprend que Kraven était connecté aux énergies primitives du monde par la magie noire, et que c'est ce qui l'a rendu fou. Mais qu'avec cette magie, on peut le ramener à la vie en sacrifiant une araignée. Alors, non mais faut suivre un peu les gars, pas une vraie araignée, ça c'est pourri comme magie noire. Une araignée totémique, une des nombreuses personnes choisies pour être des araignées totems. Le plus important de ces totems étant évidemment Peter Parker lui-même. Sacha Kravinov sacrifie Kane, rappelez-vous, le clone de Peter, pour ressusciter Kraven, qui devient obsédé par l'idée de purifier sa lignée. Il emmène sa famille en terre sauvage, tue sa femme et invite ses 2 enfants à survivre en étant des proies pour être dignes d'être des Kravinov. Et tu trouvais que tes réunions de famille étaient pénibles. Numéro 9, J. Jonah Jameson. Ce numéro va sûrement faire lever quelques sourcils. Vous vous dites peut-être... mais quoi? Le patron du Daily Bugle, un grand méchant? Dis donc, Ling the Sun.
Que t'est-il passé par la tête? Bah en fait, quand on y réfléchit, d'une part, effectivement, Triple J est le patron totalement abusif de Peter Parker, ce qui en fait un antagoniste de Peter au même titre que Flash Thompson qu'il bolossait au lycée. Il pourrit la réputation de Spider-Man depuis le premier numéro de The Amazing Spider-Man, rendant un taf déjà très difficile encore plus dur, et même si on oublie ça, et je vois pas pourquoi on le ferait, c'est lui qui a fait donner son armure au Scorpion, qui a fait fabriquer les robots Spider-Slayer par Spencer Smith. Il a fait du chantage à Spider-Man à base de « rends-toi à la justice si tu veux que je réengage Robbie Robertson », un gars qui avait rien demandé. Quand Jameson est devenu maire de New York, oui c'est arrivé, il a créé une escouade anti-araignée avec l'argent public, il a recréé une armée de Spider-Slayer dont le bouffon vert s'est servi contre Spider-Man créant le chaos à New York, donc oui, je pense que Jameson est plus que qualifié pour mériter son titre de super-vilain, même s'il a jamais rien fait avec de mauvaises intentions. C'est juste un vieux monsieur aigri, consumé par la haine et avec beaucoup de puissance, dont les deux femmes et la fille se sont fait assassiner et qui a besoin d'un coupable. Et oui, les meilleurs méchants sont ceux qui ont une bonne raison de l'être. Numéro 8, vous trouviez les choses compliquées? Attendez que je vous parle du super bouffon. En 83, Roger Stern écrit « Le passé ressurgit et nous présente le super bouffon ». Stern compte révéler que le super bouffon est Roderick Kingsley, un personnage secondaire qui a un frère qui lui ressemble beaucoup pour endosser son rôle quand lui-même fait des super bouffonneries. Stern compte révéler l'identité du personnage au bout d'une trentaine de numéros, mais il quitte Marvel au bout de 12, terminant l'arc du super bouffon sur un cliffhanger. Ses successeurs, Tom DeFalco et Danny Fingeroth, trouvaient l'idée à chier et décidèrent qu'en fait, le super bouffon c'était Richard Fisk, le fils du caïd Wilson Fisk. DeFalco focalisa l'attention du public sur la fausse piste de Ned Leeds, un journaliste du Daily Bugle et ami de Peter Parker. Là-dessus arrive Christopher Priest. Priest et DeFalco se détestent, si bien que de son côté, DeFalco ne révèle jamais à Priest que Ned Leeds est supposé être une mauvaise piste, et de son côté, Priest vire DeFalco, et dans les mois qui suivent, révèle que Richard Fisk est en fait The Rose, un autre criminel masqué, et il tue Ned Leeds. Peter David devient l'écrivain de The Amazing Spider-Man, et c'est le bordel. Lui, il n'a aucune idée, Priest que des mauvaises, et le nouvel éditeur Jim Salicrup veut juste que ça se termine. Alors, dans Amazing Spider-Man 289, il est révélé que le super bouffon était Ned Leeds. Mais il est mort. Bah ouais. Il est mort comme une merde, sans se battre, sans son costume, mais c'était lui. Pas de grande bataille épique, Spider-Man et Betty Brant, la femme de Ned, doivent vivre avec le fait qu'il était un super criminel. Ça a été la version officielle, de 87 à janvier 97, où Roger Stern, le créateur du personnage, s'est dit « Allez, c'est bon, on arrête les conneries, on va donner une version finale à cette histoire ». Dans le triptyque Hobgoblin Lives, on apprend enfin la version définitive. Le super bouffon original était bien Roderick Kingsley, mais il a fini par laver le cerveau de Ned Leeds afin qu'il se fasse passer pour le super bouffon, Kingsley opérant toujours en coulisses. L'histoire du super bouffon est un super bordel. Voilà, aujourd'hui, Kingsley est toujours dans l'ombre et vend de l'équipement d'anciens super vilains à de nouveaux criminels. Numéro 7, Morlun. Morlun. Vous vous souvenez, je parlais des totems, les fusions d'animaux et humains ayant des pouvoirs de chacun. Bah, Morlun est une entité magique qui se nourrit de ça et qui absorbe les pouvoirs de ce dont il se nourrit. Il fait partie d'une race qui s'appelle les héritiers et qui ne vient en fait pas de la continuité 616 comme tous les personnages dont je vous parle depuis le début, mais de la Terre 1. On peut dire qu'il a préparé le terrain. Rigole! Dans l'arc Spider-Verse de 2014, les héritiers décident de se débarrasser de tous les totems araignées du multivers. Vous vous rappelez quand je disais qu'il y avait une infinité de réalités? Bah voilà, ils veulent toutes les débarrasser de leurs super-héros arachnéens. Ça a donné lieu à l'équipe de super-héros la plus cool de l'histoire. À l'initiative de William Braddock, le Spider UK de la Terre 833, tous les totems araignées du multivers se rejoignent pour former la Spider Army. Ils adoptent comme chef Peter Parker de la Terre 616, le seul Spider-Man à être parvenu à tuer un héritier 2 fois. Morlun. Et qui on retrouve dans cette armée? Mais ignorez-vous ce rap que chantaient tous les héritiers dans les années 90? Ezekiel, Jessica Drew, Spider-Punk, Spider-Man, Aranya, Lady Spider, Spider-Prime, Cindy Moon, Spider-UK, Morales, Spider-Woman, Anansi, Miguel O'Hara, Spider-Boy, Kane, Yukomori. Salut les héritiers, bienvenue dans le Spider-Rap. Est-ce que vous arriverez à dévorer la force vitale de tous les totems? C'est ce qu'on va voir. Dévorez-les tous, dévorez-les tous, dévorez-les tous, dévorez-les tous. Dévorez donc toutes ces araignées. Showamano, Spider-Ham, SPDR, Ben Reilly, Bruce Banner, Spider-Mobile, Spider-Monkey, Captain Spider, Spider-Jameson, Spider-Ben, Bavitz, Prabhakar, Ashley Barton, Spider-Gwen. Y'en a toute une infinité que tu peux avaler, dévorer tous les totems, c'est toi l'héritier. Enfin bon, il y en a une infinité de continuité, donc on va pas s'amuser à faire tout le rap. Si?
Bon, bah écoute, ce qu'on va faire, c'est que si tu veux une version longue, tu mets un pouce bleu et on négociera alors. Ah bah oui, non mais je suis, c'est le deal, c'est comme ça, excusez, non mais voilà, je ne demande pas grand-chose, c'est le deal, vous voulez quelque chose, vous mettez un pouce bleu, c'est quand même pas compliqué d'accepter le fait que des fois dans la vie, il y a besoin de faire ce genre de choses, c'est pas grand-chose en plus quand même, c'est pas bien. Numéro 6, Wilson Fisk. C'était pas mon préféré quand je regardais la série animée, quand j'étais jeune, j'étais en mode, ouais bon bah, c'est un gros, c'est un parrain mafieux, ok il est très fort si tu veux, mais bon, les autres aussi. Genre la base d'être fort. Et puis tu découvres l'ampleur du personnage dans les comics. En particulier, c'est vrai, côté Daredevil. Wilson Fisk est né dans les pages de The Amazing Spider-Man, mais il a grandi chez Daredevil. C'est là-bas qu'il a fait tuer Elektra, qu'il a envoyé Daredevil en prison, et si vous voulez voir comment il traite ses employés qui échouent une fois au bout de 20 ans de service, lisez l'excellent numéro 4 de Tangled Web of Spider-Man. C'est un comics très dur, mais qui donne bien le ton du personnage. Ça ne rend la victoire de Spider-Man que plus écrasante. Parce que oui, le pire que Fisk ait jamais fait, c'est engager un sniper pour tuer Tante May. C'était pas la cible principale, mais une des deux cibles secondaires. Quand Peter Parker a réussi à remonter jusqu'au caïd, il a eu un moment de badassitude fort peu piqué des hannetons, comme on dit quand on est nul. Il est allé en prison où se trouvait Wilson Fisk et lui a démonté la gueule. Oui, parce qu'un truc qu'on précise pas assez suffisamment sur Spider-Man, c'est qu'il retient ses coups. Tout le temps. Il a une force surhumaine, s'il mettait toute son âme dans ses coups, il blesserait mortellement tout le monde. Donc il est systématiquement obligé de se mesurer. Pas dans ce combat-là. Ça a d'ailleurs beaucoup surpris Fisk, qui demande à un Spider-Man muet de lui dire quelque chose, ce à quoi Peter répond « Tu ne comprends pas, je ne suis pas venu te tuer ». Il retire son masque et il complète « Moi oui ». L'un de mes moments préférés des comics Spider-Man que j'ai lus. La Tante May a fini par s'en sortir lors de l'événement le plus controversé de ces dernières années dans les comics, l'arc narratif Un jour de plus, dans lequel Spider-Man fait un pacte avec Mephisto, il échange la vie de Tante May contre son mariage avec Mary Jane. Je vais pas m'étendre parce que j'ai l'impression d'être la seule personne au monde à avoir trouvé cet arc génial. Même l'auteur a refusé de le signer, pour vous donner l'idée à quel point tout le monde est d'accord pour dire que c'est de la merde. Mais que voulez-vous, j'adore baigner dans mon caca. Numéro 5, je vous ai déjà dit que j'aimais Mysterio ou pas ? Quentin Beck, de son vrai nom, beaucoup trouvent son costume ridicule, je trouve son costume incroyablement cool. Aujourd'hui, Quentin Beck coule des jours paisibles de retraite à Las Vegas, et qui pourrait l'en blâmer ? C'est l'un des adversaires les plus récurrents de Spider-Man, et aussi celui qui lui donne souvent le plus de fil à retordre. Spécialiste en illusions, prestidigitation et autres cascades et subterfuges, Mysterio est fascinant, car il est entre deux zones comme méchant. C'est pas un très grand adversaire comme Kraven, Morlun, le Caïd, ou ceux dont on va parler plus tard, mais c'est pas non plus un méchant de seconde main, comme le Rhino, le Shocker, Electro ou le Scarabée. Et comme le Caïd, qui est un adversaire de Daredevil qui a commis sa pire atrocité chez Spider-Man, Mysterio, adversaire de Spider-Man, a commis sa pire atrocité chez Daredevil. Mysterio finit par choper un cancer en phase terminale à cause des produits qu'il utilise. Il décide de rendre Spider-Man fou, mais en apprenant que Spider-Man est un clone, il jette son dévolu sur Daredevil. Il fait croire au diable de Hell's Kitchen qu'un bébé est l'antéchrist au point qu'il le tue presque. Il envoie Bullseye tuer Karen Page, le grand amour de Daredevil, dans le but que ce dernier l'achève. Mysterio a vraiment mis le paquet sur ce qui devait être son chef-d'œuvre final. Daredevil l'a fait échouer en lui faisant remarquer que tous ses stratagèmes, c'était du réchauffé, qu'il avait déjà affronté pire et que son prétendu chef-d'œuvre n'était que des clichés et des repompes de ce qu'il avait déjà fait à d'autres ou que Daredevil avait déjà subi lui-même. Mysterio finit donc par se suicider en précisant dans un dernier trait d'esprit que puisqu'il ne fait qu'imiter les autres, il peut bien partir comme Kraven le chasseur. Numéro 4, Mac Gargan. C'est l'histoire d'un pays où mystère et magie. Non, c'est l'histoire d'un détective privé engagé par J. Jonah Jameson pour savoir pourquoi Peter Parker réussit à prendre des photos aussi propres de Spider-Man. Jameson le paye pour participer à une expérience pour faire de lui un être mi-homme, mi-scorpion, parce que oui! Gargan devient fou et se jure de se venger de Jameson, mais Spider-Man parvient à le défendre à chaque fois. Bien plus tard, Mac Gargan va devenir le deuxième Venom, ce qui mènera à un affrontement entre le nouvel hôte du symbiote et l'ancien devenu anti-Venom. Gargan a le dessus, mais le symbiote refuse de tuer son ancienne hôte. Il rejoint ensuite les Dark Avengers. Alors, pour faire court, Norman Osborn a refondé les Vengeurs en tant que l'Iron Patriot, après que le Shield et Iron Man soient tombés en disgrâce. Et il forme sa propre équipe de super-héros en leur redonnant des noms familiers. En un mot commençant, Mac Gargan devient Spider-Man aux yeux du public. Après que les Dark Avengers se soient désassemblés, Gargan est redevenu le Scorpion et il a voulu se venger du symbiote en le tuant, mais ce dernier lui a détruit son armure de Scorpion. Bref, il y a de quoi faire pour la suite de Homecoming. Lui, c'est Mac Gargan. Et moi je veux voir le Scorpion.
Je le veux fort. Numéro 3, Eddie Brock, ou Venom, parce que je parle de lui depuis tout à l'heure, mais si vous savez pas qui c'est, bah vous êtes largué. Tout commence en 84, Spider-Man va dans une autre dimension et on revient avec un costume noir qui le rend plus fort mais également plus impulsif, car ce costume est un extraterrestre vivant, un symbiote. Il décide de s'en débarrasser et le costume prend possession d'un nouvel hôte, Eddie Brock, un journaliste nourrissant une haine profonde envers Spider-Man et Peter Parker. Sauf que le symbiote a gardé dans sa mémoire génétique les capacités de Spider-Man. Donc Venom peut tisser des toiles, il a un 6ème sens arachnéen, il peut grimper au mur, il a une force surhumaine, etc. Seulement Eddie Brock finit par se débarrasser du symbiote. Et là, alors, nous avons d'un côté la vie d'Eddie, et de l'autre côté la vie du symbiote, qui n'a pas de nom, donc on va l'appeler Rififi. Rififi s'est attaché à McGargan, l'ancien Scorpion, tandis que Brock mourait d'un cancer dont seul Rififi le protégeait jusque-là. Mettant à profit ses derniers jours sur Terre pour aider les pauvres, il travailla au Fist, où le toucher de Martin Lee soigna son cancer. Contre le cancer, le Fist. C'est ce moment que Rififi choisit pour resymbioser avec Eddie Brock, mais les pouvoirs de Martin Lee changèrent les pouvoirs de Venom en pouvoirs de guérison et il devint anti-Venom, un Venom capable de guérir les gens. Il se servit de ça pour tenter de débarrasser Gargan du symbiote, mais il échoua. Après la chute des Dark Avengers, l'armée américaine se saisit du symbiote et l'utilisèrent comme une arme en le faisant s'accrocher à Flash Thompson, vétéran de la guerre ayant perdu ses jambes en Irak. Retour à Eddie Brock. Durant les événements de Spider Island, quand le chacal original transforma tout New York en hommes et femmes araignées, le symbiote d'anti-Venom fut utilisé comme antidote. Brock redevint donc tout seul de son côté, mais pas longtemps puisqu'il fut attaché à un autre symbiote, Toxin. De son côté, l'agent Venom agit pour le bien, notamment en aidant les gardiens de la galaxie, mais quand il revient sur Terre, Rififi se sépara de Flash Thompson, mais désirant toujours faire le bien, se lia avec Lee Price, un autre vétéran, mais il finit par être récupéré par le FBI, qui ne parvinrent pas à empêcher Eddie Brock de se réapproprier Rififi pour redevenir le Venom qu'on aime tous. Vous trouvez ça compliqué? Alors vous n'êtes pas prêts pour... Numéro 2, le bouffon vert. Norman Osborn est un industriel très puissant, devenu fou et ayant acquis une force surhumaine grâce au sérum du bouffon qu'il a concocté, et autant le dire directement, je suis pas très fan du bouffon vert. Je veux dire, tout tourne autour de lui. Vous vous souvenez quand le caméléon a créé des doubles des parents de Peter? C'était l'idée du bouffon vert. Le bébé de Mary Jane se fait kidnapper et probablement tuer, c'était le bouffon vert. La saga des clones, bouffon vert. Et c'est sans compter sur ce qu'il a effectivement fait lui-même, sans l'aide de personne, genre simuler la mort de Tante May ou tuer Gwen Stacy. Mais ce que je reproche surtout au bouffon vert, c'est un peu ce que je reproche à Carnage. Ils ont voulu en faire trop. Il y a trop de bouffons dans l'univers de Spider-Man. Bon, je vais essayer de vous expliquer, mais je vais faire simple. Basique. Le bouffon vert, c'était Norman Osborn, le père du meilleur ami de Peter. Quand Norman est mort, c'est son fils Harry qui a repris le costume et le planeur. Le troisième bouffon, c'est Bart Hamilton, c'est le psychiatre de Harry. Mais il meurt super vite, alors ça valait pas vraiment le coup de s'attarder sur lui. Roderick Kingsley tombe sur la planque de Norman Osborn et devient le super bouffon. Enfin non, c'est pas simple parce qu'il lave le cerveau de Ned Leeds qui se fait passer pour lui. À la mort de ce dernier, c'est Jason McKendall qui devient le quatrième super bouffon. Parce qu'avant ça, Kingsley a fait des expériences sur un gars qui s'appelait Lefty. Les bouffons c'est pas simple. 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 Harry raccroche les gants du bouffon vert mais finit par les réenfiler. Pendant que le super bouffon, Jason McKendall, se fait posséder. C'est la naissance du bouffon noir alors qu'Harry va rejoindre son père. Et 2 ans plus tard, Phil le Riche devient le quatrième bouffon vert. Kingsley, le super bouffon original, va tuer McKendall, l'imposteur. Norman revient d'entre les morts et devient le seul bouffon dans le secteur. Mais en 2004, on assiste à l'avènement du premier bouffon gris, qui est Gabriel, un enfant que Norman Osborn a eu avec Gwen Stacy. Les bouffons c'est pas simple. Les bouffons c'est pas simple. En 2008, Lily Hollister devient Menace, la première super bouffonne. Norman Osborn devient Iron Patriot, un super-héros supposé. Tandis que Harry lui aussi est ressuscité, devient l'American Son. Et comme cette parodie a déjà trop duré, on va devoir accélérer. Harry trahit Norman et il perd ses pouvoirs et son armure échoue à Gabriel. Stacy Philurich qui était le quatrième bouffon vert devient le super bouffon 5 si j'ai bien suivi. Kingsley l'original donne son approbation mais le bouffon vert revient plus fort que jamais. Norman Osborn va devenir le roi bouffon et il va faire du riche le bouffon chevalier. Et ensemble ils vont kidnapper Carly Cooper, lui filer du sérum pour qu'elle devienne psychopathe. Elle se change en bouffon et baptisée Monster. Menace devenue gentille se fait appeler Pink Cat. Une fois Norman vaincu Philurich aka le super bouffon 5 et le bouffon vert 4 et bouffon chevalier devient le bouffon roi. Pour l'instant on en est là. Simple.
Numéro 1, il y en a que deux qui se disputent la place de meilleur adversaire de Spider-Man, et si ce n'est pas Norman Osborn, c'est donc Otto Octavius. Alors qu'il essayait un prototype de bras mécanique, un accident les fait se greffer à son système nerveux et le rendre fou. Il devient alors avide de pouvoir et se promet de détruire quiconque se mettra en travers de sa route, ce que Spider-Man fait relativement souvent. Ce que vous pouvez ignorer, c'est qu'Octopus est le seul super méchant à avoir tué Spider-Man. En 2012. Le Docteur Octopus était mourant, mais avant de partir, il voulait laisser quelque chose d'énorme derrière lui. Il a donc mis des mois à préparer son dernier plan, implanter son esprit dans le corps de Spider-Man. Et il l'a fait. Il a échangé son corps à quelques minutes de la mort avec celui de Spider-Man. Ce qu'il n'avait pas calculé, c'est qu'il récupérerait aussi le cerveau de Spider-Man, avec dans sa mémoire les raisons qui l'ont poussé à devenir un super-héros. D'ailleurs, en mourant, Peter utilise le peu d'énergie qu'il lui reste pour faire dire à Otto qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Mais toujours aussi arrogant, Otto s'est promis de devenir un meilleur Spider-Man que Peter Parker. L'esprit de Peter est mort dans le corps de Dr. Octopus et Otto est devenu Spider-Man dans sa propre série Superior Spider-Man. Heureusement, la conscience de Peter a fini par refaire surface dans son corps et lors d'un moment critique, Octopus a fini par abandonner l'emprise qu'il avait sur le corps de Spider-Man, reconnaissant que c'était bien Peter, le Spider-Man supérieur. C'est donc finalement Otto Octavius qui est mort. Enfin, aujourd'hui, évidemment, il est revenu à la vie en ayant sauvegardé sa conscience dans un Octobot qu'il a transféré dans un clone de Peter Parker créé par le deuxième chacal. Et aujourd'hui, Octopus possède donc ses propres pouvoirs ainsi que ceux de Spider-Man. Et il a le costume le plus classe du monde! Voilà, c'était un tour d'horizon de 20 super vilains de Spider-Man. Désolé de ne pas avoir parlé du Shocker, de la Chatte Noire, d'Hammerhead, de Tombstone. J'avais que 20 spots et il a fallu faire des sacrifices. J'espère quand même que ça vous a plu et on se retrouve dimanche prochain pour une autre vidéo. À la prochaine tout le monde. Ciao!